présentation que nous allons vous faire dans le cadre, bien évidemment, de notre projet lié à la gestion, à l'administration et au développement des activités footballistiques au sein de la Fédération gabonaise de football. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons convié des clubs de première et de deuxième division et des associations affiliées parce que nous estimons simplement que nous devons ensemble, à travers la présentation qui va vous être faite, regarder vers la même direction, trouver des solutions communes aux problèmes ou aux sujets d'intérêt commun. Nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire avec les clubs et avec les associations affiliées, et il nous a semblé opportun, à travers le projet qui est le nôtre, de l'exprimer via une présentation. Donc c'est une présentation qui va se faire en 3 parties. Et à la fin de chaque partie, il va y avoir des échanges, des avis, des questions, et on pourra apporter les indications nécessaires en rapport évidemment aux questions qui vont être posées. Je veux déjà vous rassurer que nous allons faire le plus court mais efficace possible. C'est pour cela que nous avons décomposé la présentation en 3 parties. On a estimé que si on faisait une seule présentation, ça allait être long. Et comme on ne souhaite pas que ce soit un monologue, il faudrait que à chaque partie de la présentation, on puisse mettre une pause pour permettre aux gens justement de prendre des notes et de rebondir à travers des questions. Donc c'est en gros ce qui va constituer la présentation d'aujourd'hui. Je voudrais, avant de commencer, dire que nous sommes aujourd'hui à un carrefour important de notre football. Au-delà de l'adversité, de la rivalité qui peut animer tous les candidats, je pense pour ma part que nous devons rester dans l'esprit de fair play, le respect. Il est simplement dommage que nous ayons invité le maximum de clubs possible et que pour le moment, ils ne soient pas présents. On espère simplement que d'ici la fin de la présentation, ceux qui sont en retard pourront nous rejoindre. Je le dis parce que j'estime aujourd'hui que ce qui va vous être présenté est de l'eau bénite pour notre football, pour le développement des clubs. Parce qu'on ne peut pas développer le football si on ne lie pas, on ne scelle pas un partenariat fort avec les clubs, avec les associations. C'est pour cela que je pense qu'il faut qu'on arrête les rivalités inutiles. C'est vrai, la fédération que je compte diriger va avoir un mode participatif de gestion. Bien évidemment, nous allons prendre des décisions qui s'imposent, mais la discussion, les échanges vont être notre moteur. Parce que comme on le dit très souvent, on ne peut pas apporter des solutions à des problèmes qui concernent certaines personnes ou certaines entités sans en discuter avec elles. Telle est ma façon de voir les choses. Et cela va être de mise lors du mandat que j'espère vous allez m'accorder. Autre chose qui me semble également importante, j'ai lu beaucoup, parce que je lis aussi, je suis dans plusieurs forums, où on initie des débats sur le football aux footballeurs. Je m'appesantis sur ça pour clarifier certaines choses.
Et comme je le dis, dans notre football, nous devons arrêter les intrigues. Les multiples intrigues ne nous ont menés nulle part. Nous devons arrêter l'hypocrisie. Moi, je suis footballeur. Vous le savez. Tout le monde le sait. Et que dans cette campagne, dans cette élection, chacun a son statut. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui l'avez créé. C'est la réalité. Nous savons que M. Mungengi est un ancien arbitre. Est-ce que c'est moi qui ai créé ça? C'est vous qui l'avez créé. Nous savons qu'il y a 3 arbitres qui compétissent. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, c'est leur statut. C'est leur statut. Et que certainement, l'expérience, le vécu, le parcours qu'ils ont en tant qu'arbitre, moi je ne le revendique pas. Et ça ne me dérange pas du tout. Mais ce que je dis, en rapport avec le football, c'est que j'ai fait toutes mes classes, en minime, en cadet, en junior, promotion d'honneur, club, équipe nationale, en jeu, en civil comme en scolaire. C'est ce que je dis. Si ça dérange les gens, je ne peux rien pour eux. Je ne peux pas me réinventer à 54 ans, c'est pas possible. C'est la réalité. Et ensuite, j'ai fait autre chose. Je suis devenu entraîneur. J'ai entraîné, il y en a qui m'ont vu entraîner ici. Les clubs. J'étais sélectionneur national adjoint, les moins de 20 ans. Je suis consultant dans les chaînes de télévision depuis plus de 25 ans. Je suis aujourd'hui à la tête d'un cabinet qui ne fait pas simplement dans le management du sport, qui fait dans l'accompagnement des entreprises, dans l'insertion et la réinsertion professionnelle. J'étais directeur technique national adjoint. J'étais conseiller du ministre, chargé du sport professionnel. Ça, c'est moi. Je ne peux pas raconter autre chose. Et le football est mon moteur. J'étais capitaine de l'équipe nationale du Gabon. J'ai joué 102 fois. On m'a joué l'hymne national 102 fois. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si les gens estiment que je n'ai pas la légitimité de dire, pas simplement parce que Eto'o est président au Cameroun, non. Mais pour arriver ici, pour être là où je suis, devant vous, j'y pense depuis 2018, je ne l'ai pas crié sur les toits. Et je ne suis pas un accidenté du football. Il faut qu'on soit clair là-dedans. Si ça gêne certains, moi je ne peux rien pour eux. C'est comme aujourd'hui, dans la réalité des faits, les statuts sur lesquels nous discutons aujourd'hui, c'est un des candidats qui les a fait. C'est ça l'histoire. Et c'est ça la réalité. C'est un candidat qui a fait ça, en faisant le lit à son ami. On ne peut pas devenir amnésique face à une histoire qui nous regarde grand comme une maison. C'est ça l'histoire, les gars. Et quand on fait quelque chose, comme quand on est dans cette salle, il y a une facture, on la paye. On ne peut pas faire un certain nombre de choses et puis estimer qu'un jour, une facture ne vous sera jamais présentée. C'est la facture qu'on paye aujourd'hui. Et ironie du sort, celui qui a concocté cette affaire, il est dans cette histoire, aujourd'hui. Mais lorsque certains vont mettre l'urne, le vote, que vous devriez y penser, hein? Parce que c'est ça qui nous a amenés dans cette situation. Ce n'est pas parce qu'on était footballeur, c'est la réalité. Si on ne veut pas reconnaître la réalité, moi je ne peux pas grand-chose là-dessus. Et que, pour terminer là-dessus, les 6 candidats qui sont en lice, on ne peut pas enlever le fait que je suis quand même l'image du football par rapport aux autres. C'est la réalité. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est la réalité. Maintenant, si on veut apporter d'autres éléments, qu'on les mette sur la table. Même si certains vont me dire que ce n'est pas ce qui fait gagner un vote, je suis d'accord avec eux. Mais c'est la réalité. Que si on dit Valérie Ondor, on pense au football. Je n'en suis pas sûr pour certains. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que les gens créent des débats là où il n'y en a pas. Parce que derrière le fait de dire que parce qu'on a été un grand footballeur, on ne peut pas diriger
une fédération, je vais vous dire ce que ça veut dire. En d'autres mots, en français facile. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas la capacité réflexive nécessaire. C'est ça que ça veut dire. De un. Et de deux, qu'on n'a pas l'argent. Parce que j'entends ce mot-là tout le temps. Est-ce que vous avez l'argent? Mais dites-moi des 6 candidats là. Il y a un qui a déjà pris son argent pour organiser un championnat. J'ai envie de savoir. Il y a un qui est déjà venu dire, bon, l'équipe nationale souffre tellement comme les femmes, voici 10 millions. On sait tous l'argent que certains ont, où ils ont pris ça. Et c'est à moi qu'on veut opposer le fait que non, il n'a pas d'argent. Mais je suis riche, moi, de ce que j'ai fait dans l'histoire, de ce que les gens me reconnaissent, de la légitimité que j'ai et de la sécurisation que j'apporte au gouvernement et à vous tous. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on arrive à se poser les bonnes questions. C'est ça qui est important. Et ce que les gens peuvent proposer et réaliser. Parce que moi, je ne vais pas m'asseoir ici et vous faire une présentation qui est du bidon. Je sais ce que je dis, où je vais, avec vous. Donc, c'était ça dans mon propos préliminaire. Je vais me lever parce que, par respect pour vous qui êtes venus, faire la présentation. Donc, bien évidemment, nous avons ici notre credo, la relance du football pour tous. Et voici le sommaire que nous allons suivre. Je vous ai dit qu'il y aura 3 étapes. La première étape, bien évidemment, on ne peut pas commencer à parler sans vous dire qui nous sommes. Nos principaux piliers objectifs, notre plan d'action, la loi d'orientation du sport. Certains me demanderont pourquoi. Parce que c'est une loi qui vient refixer un nouvel écosystème dans notre sport et notamment dans le football. Et nous pensons qu'il est important que les clubs soient informés de ce qui va se faire. Parce que ça impacte directement les clubs et même les associations à l'intérieur du sport, toutes les composantes de notre football. Ça, ce sera la première partie. La deuxième partie, les associations et les sociétés sportives. Et notre programme d'assistance au football d'élite. Deuxième partie. Troisième partie, les associations d'intérêt du sport. Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque partie, nous allons mettre une pause pour vous permettre, n'est-ce pas, en ayant pris des notes, de pouvoir répondre à travers les questions que vous allez poser. Donc ça, c'est le squelette, c'est la structure que nous allons, qui va nous guider. Alors donc, forcément, lorsqu'on arrive à avoir une telle ambition, pour être président d'une fédération avec une équipe, on est porté par une vision. Cette vision, la nôtre, c'est de bâtir un environnement propice à la pratique du football pour tous. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup de problèmes d'éthique, beaucoup de problèmes de gestion interne, beaucoup de problèmes de management. C'est en cela que nous pensons qu'il faut que nous ayons un environnement sain dans la pratique du football pour tous. Alors, nos objectifs sont simples. Restructurer la FEGAFOOT, professionnaliser le football, développer le football sur le territoire national, développer les partenariats, améliorer la communication interne et externe, commercialiser les produits et les services de la FEGAFOOT, il y en a beaucoup, et c'est ça qui va nous rapporter de l'argent que nous allons redistribuer à toutes les parties. Il faut qu'on commercialise les produits et les services de la FEGAFOOT. Créer des dispositifs éducatifs et infrastructurels. On ne peut pas simplement, dans une pratique du football, ne rester que sur l'aspect sportif. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect éducatif, il y a bien évidemment l'aspect infrastructurel, dont une fédération, à travers, n'est-ce pas, les programmes que la FIFA met à disposition, on doit mettre en œuvre également. Et puis, accroître et pérenniser les compétitions. Nos valeurs,
il est important qu'une équipe, quelle qu'elle soit, que ce soit le football, en club ou en équipe nationale, elle doit être portée par des valeurs. Responsabilité, partage, transparence. Et nous venons ici pour être beaucoup plus clairs. C'est quoi la responsabilité? C'est le fait d'être responsable, de devoir répondre de ses actes ou de ceux de quelqu'un d'autre, ou d'avoir à sa charge des décisions. C'est ce que nous allons faire. Mais nous allons le faire dans l'intérêt de tous. Nous allons le faire avec la participation de tous. Nous allons prendre nos responsabilités dans les décisions que nous allons être amenés à prendre. Je prends un exemple. Nous sommes allés à la CAN, je l'ai dit avant, je le dis maintenant, je le dirai toujours. On ne se sépare pas en allant à la chasse de ses meilleurs armes, quel que soit le problème. Parce que l'équipe, le pays est plus important. Et on aurait dû régler ces problèmes. Avec l'état d'esprit que l'équipe nationale a démontré, si on avait eu Ibrahim, si on avait eu Mario et Pierre-Emerick, je suis sûr que ça devait être de la valeur ajoutée et on serait allé plus loin que les huitièmes de finale qu'on est venu nous vendre ici comme une réussite. Partage. Répartir quelque chose en plusieurs parts distinctes avec d'autres personnes, bien évidemment. La Fédération gabonaise de football existe parce qu'il y a des parties, des composants qui existent, les clubs, les démembrements, les associations affiliées. Donc, lorsque nos équipes nationales, parce que c'est ça, c'est la vitrine de notre football, lorsqu'elles se produisent, ou lorsque ces équipes se produisent, il y a des retombées financières. On les a eues à la CAN. Il faut que ça serve au développement du football. Il faut que ça serve aux parties qui contribuent à son développement. Et c'est possible. Et d'autres nations l'ont fait. L'Angola l'a fait. Ils sont allés à la Coupe du Monde une fois, ils ont eu 2 ou 3 milliards. Ils ont profité pour construire des installations sportives, pour doter les clubs de certains moyens. Et c'est ce que nous aussi nous allons faire dans le partage. Transparence. La transparence a cela de bon. Elle impose à l'entreprise, parce que nous allons avoir une gestion d'entreprise et une administration d'entreprise. Elle impose à l'entreprise de s'assumer avec ses qualités et ses défauts, ses rêves et ses espérances. Elle ne peut plus se contenter de parler d'éthique, de sens, de valeur. Tout désormais est dans l'action et la preuve. En sachant que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais nous devons aller dans ça, pour sécuriser tout le monde. La fédération n'est pas un bien personnel. L'argent qui arrive ou tout ce qui arrive ne doit pas être caché quelque part. C'est l'argent du football gabonais. Si on parle d'argent, bien évidemment. Il y a d'autres choses également. Il faut que ce soit transparent, pour que la confiance existe, le respect existe, et que chacun respecte son couloir. Dans nos piliers et objectifs, nous avons d'abord forcément une mission. C'est celle d'administrer le football, organiser les compétitions et promouvoir le développement de la pratique du football sur toute l'étendue du territoire, sur toutes les formes, pour tout le monde. Et là, c'est un message que nous avons conçu. Que représente en pratique le fait de gouverner un mouvement aussi omniprésent que le football? La réponse est aussi complexe que le football lui-même. Intuitivement, chacun d'entre nous est tenté d'associer le mot FEGAFOOT à l'organisation des matchs des équipes nationales. Ce n'est pourtant que le sommet de l'iceberg. Il y a autre chose à faire. En effet, la FEGAFOOT doit mener chaque jour d'innombrables actions de terrain partout dans le pays. En plus, elle doit en plus des équipes nationales, toutes catégories et sexes confondus, organiser les compétitions nationales pour les joueurs professionnels de haut niveau et les jeunes aspirants, les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Au-delà de ces compétitions, la FEGAFOOT est tenue de s'assurer que le football soit accessible et fournisse les ressources nécessaires à tous ceux qui souhaitent rendre cela possible, à tous les niveaux et partout dans le pays. Ce travail de développement doit être mené en partenariat avec les ligues nationales du football professionnel, amateurs, les clubs de D1, D2, D3, les 9 démembrements provinciaux
et les sous-ligues départementales, l'attrait que le football exerce partout dans le pays entraîne de lourdes responsabilités. La FEGAFOOT devra ainsi protéger les valeurs qui font l'intérêt du football et sans lesquelles sa popularité serait menacée. La FEGAFOOT est le seul organisme à pouvoir garantir la cohésion de ces valeurs en promouvant l'intégrité, l'éthique et le fair play, mais aussi en faisant en sorte que le cadre réglementaire du football défende ses concepts sans équivoque. Le football est bien plus qu'un simple sport et son gardien se doit par conséquent d'être bien plus qu'une simple instance dirigeante, bien plus qu'un simple organisateur de tournois, plus qu'un simple agent de développement. Telle sera la FEGAFOOT que nous allons diriger. Et telle est non seulement notre mission, mais l'engagement que nous allons prendre devant tous les délégués, devant toutes les parties qui composent le football. Nos principaux piliers. Comme vous pouvez l'imaginer, la FEGAFOOT ressemble à l'architecture d'une équipe de football. Elle doit être cohérente et polyvalente, performante sur plusieurs fronts, dans différentes circonstances, et toujours rester unie. Les activités de la FEGAFOOT vont s'articuler pour l'essentiel, en ce qui nous concerne, sur 4 domaines essentiels. Gouvernance du football. Gouvernance du football. Pour notre part, on a fait un petit calcul selon les statistiques. Le football amateur représente 98,6% du football national. 98,6%. Le football d'élite, 1,4%. Nous estimons à partir de ce moment que nous devons intégrer le football amateur dans le congrès. Nous allons intégrer non seulement les 14 clubs de deuxième division, nous allons intégrer les clubs de troisième division et nous allons intégrer également les sous-ligues. Je veux le dire haut et fort. Cela va faire en sorte que les prochains candidats qui veulent briguer la tête de la fédération vont forcément avoir un projet qui devra répondre aux attentes de tous ces gens. Et ça va régler aussi un certain nombre de choses qui faussent souvent les résultats de l'élection de la Fédération gabonaise de football. Gouvernance du football, c'est important, très important. Il faut que tout le monde soit dans la famille du football, pas en dehors. Gouvernance d'entreprise et administration, bien évidemment. La gestion de nos finances doit être propre. Ce que nous investissons, ce que nous recevons, selon des domaines bien spécifiés, doit être visible pour tout le monde. Ce n'est pas l'omerta. C'est de l'argent du football. Il faut que ce soit connu, ce soit su de tous. Et que comme une entreprise, évidemment, on doit être performant. On doit être performant. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un conseil fédéral. Le conseil fédéral va regrouper tout le monde. Le comité exécutif de la fédération, les partenaires institutionnels, les partenaires socio-économiques, les clubs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de D3, de D2, de D1, les personnes ressources. C'est ça qui va faire que nous ayons une gouvernance d'entreprise et une administration qui soit à même de pousser notre football vers les sommets. Compétition, bien sûr. Compétition, événement. On parle de football. Il faut que nos compétitions soient... L'architecture de notre football doit être identique dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. On doit jouer au football de la même manière à l'Estuaire que dans le Wellington, que dans le Wévindo, que dans le Wélolo. Compétition, événement. Et dès qu'on est arrivé à mettre cette architecture en place et à la respecter, il faut qu'on pérennise les compétitions. Il faut qu'on les pérennise. Ce n'est pas une compétition qui commence aujourd'hui et s'arrête demain. Développement du football, responsabilité sociale et éducation. Bien sûr, le football doit être un levier, doit être un facteur de développement. Nous ne pouvons pas simplement nous arrêter à l'aspect sportif. Nous allons intégrer des projets, des dispositifs sociaux, des dispositifs, comme je vous l'ai dit, infrastructurels, et nous allons faire en sorte que, par exemple,
sur des sujets d'actualité comme le harcèlement sexuel ou harcèlement tout court. On va faire des sensibilisations dans les lycées, les collèges, les établissements, dans les clubs. Pas de manière répressive, mais pour informer, sensibiliser les gens. Bien évidemment qu'il va y avoir de la répression, parce que, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et ceux qui vont enfreindre cette loi sauront ce qu'il leur arrive, ce qui va leur arriver. On ne jouera pas à cache-cache. Donc, professionnaliser la pratique du football pour nous, c'est de créer des emplois et garantir l'employabilité. Respecter les normes internationales, positionner le football au cœur du développement du pays, commercialiser nos compétitions. Notre plan d'action, c'est en d'une convention particulière avec la LINA, décline un programme et en fixe les objectifs et les engagements. Peut-être du domaine national ou international, pour le moment, c'est du domaine national. Donc nous allons voir ce que cette loi-là nous dit. En faisant un peu d'histoire, on se rend compte que le sport chez nous est régi depuis plusieurs années selon l'importance des différents gouvernements. Il y a eu des secrétaires d'État, il y a eu des ministres pleins, il y a eu des ministres délégués. Et jusqu'en 1940, notre mouvement sportif vivait en quasi-indépendance, sans règles et sans structure. Ensuite, on prit naissance des sociétés ou des organisations sportives qui, dans un but unificateur, regroupaient les clubs au sein de fédérations, mais qui n'étaient pas encore identifiés comme tels. Donc, depuis 60, l'État a pensé qu'il fallait structurer le sport à travers des textes, à travers des lois qui se sont succédées. Et la dernière en date, dont nous parlons tout à l'heure, celle-là, elle vient rebâtir un nouvel écosystème. Et c'est elle qui est en vigueur. Donc, toutes les autres lois sont mises de côté. Alors, que dit la loi d'orientation du sport au Gabon? La loi numéro 033, 2020 du 22 mars 2021, portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise, détermine notamment les principes et règles applicables en matière de formation, de promotion, de développement, de financement, de médecine et de lutte contre le dopage. Elle fixe également le cadre organisationnel du sport et de l'éducation physique en République gabonaise, sous réserve du respect des dispositions résultant des conventions et des traités internationaux ratifiés par le Gabon. Ce qui veut dire, en simple et en clair, que c'est une loi qui est conforme aux dispositions de la FIFA et de la CAF. Et évidemment, comme nous sommes sur le territoire gabonais, c'est elle qui fait foi, mais elle n'est nullement en violation de ces lois-là. Nous allons arriver aux fédérations et ligues professionnelles. Donc l'association sportive est constituée et déclarée conformément aux dispositions de la loi 3562, ça tout le monde connaît, qui est relative aux associations, c'est basique. Au Gabon, le secteur sportif, notamment à l'échelle amateur et professionnelle, s'articule autour de 4 structures principales. La fédération, les différentes ligues professionnelles et amateurs, l'association sportive et la société sportive. Le règlement des compétitions s'effectue à l'échelle fédérale. Ça veut dire que toutes les compétitions au niveau de la Fédération gabonaise de football appartiennent à la fédération. Toutes les compétitions qui sont organisées sur le territoire appartiennent à la Fédération gabonaise de football. À travers la création des ligues, bien évidemment, à qui la fédération délègue, comme la LINAF, et comme nous allons le faire avec la Ligue nationale de football amateur, on va lui déléguer l'organisation du football amateur par le biais d'une convention qui lui est propre, ce qui veut dire que nous allons, on va le voir un peu plus loin, avec la LINAF, revisiter notre collaboration, qui doit être une collaboration saine. Les fédérations sportives nationales rassemblent les ligues nationales, les ligues provinciales, les sous-ligues, les associations nationales, les clubs, ça on le sait. Elles doivent être affiliées au comité national olympique, ça aussi on le sait, et à leur comité à l'échelle internationale, CAF, FIFA, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qui est dit, on le sait déjà, sur la base de la loi 1901. Donc, ça commence à être intéressant sur les ligues nationales. C'est-à-dire que la fédération
dans la nouvelle loi d'orientation du sport, peut créer une ligue à qui elle délègue l'organisation de certains conflits. Ça avait déjà été fait avec la LINAF, parce qu'à l'époque, j'avais participé à la rédaction des statuts créateurs de la LINAF, mais c'est le ministère qui en était l'initiateur. Aujourd'hui, la fédération, à travers la loi d'orientation du sport, peut créer une ligue. Et pour la petite histoire, je préfère le dire d'entrée, moi je suis contre la création d'une ligue de football amateur, d'une ligue de football féminin. Je vais vous dire pourquoi. La première chose, quand on met une ligue en place, c'est qu'on a pu identifier les électeurs. Pour moi, dans la vision du développement du football féminin, il faut qu'il soit dans le sillage du football masculin. C'est-à-dire que l'équipe de mon frère Stéphane, Missile, doit avoir des sections féminines. Et c'est à travers l'organisation de leur équipe masculine que va venir se greffer les sections féminines. Avec évidemment les mêmes organisations, les mêmes projets, mais la spécificité des femmes, bien sûr. Et même en équipe nationale où, je le disais hier quand on était sur le plateau, qu'on ne peut pas faire en sorte que les jeunes filles qui viennent jouer pour au compte de l'équipe nationale, quand elles repartent chez elles, c'est avec 200 000. C'est pas possible. Quand on joue en équipe nationale et qu'on rentre chez soi, les parents vous attendent, les amis vous attendent, vous-même vous vous attendez. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'équipe chez vous, après avoir joué à l'équipe nationale, même quand vous avez perdu, avec 200 000. Il faut qu'on soit sérieux. Donc nous allons revoir tout ça. Nous allons voir tout ça. Il faut valoriser tout le monde, tous ceux qui portent le vert jaune bleu, tous ceux qui défendent le pays, doivent être valorisés à la hauteur de l'estime que l'on a pour l'équipe nationale, à la hauteur des attentes qu'on a, des efforts, des sacrifices que les gens font. Il y a plein de gens qui jouent au football, qui ont joué au football, mais qui ne sont pas arrivés à l'équipe nationale. Donc, arriver à l'équipe nationale, il y a déjà un combat que vous gagnez. Et quand vous partez de là, il faut quand même qu'on sente, quand vous rentrez dans le club, que, ah, lui là, il est international, hein, ou celle-là, elle vient avec les nouvelles chaussures, elle vient avec, voilà, oui, ah, moi aussi j'ai envie d'aller là-bas. Mais si vous donnez 200 000 balles au mec, ou à la fille, moi je suis en club, je dis, ah, l'équipe nationale là-bas, moi je préfère rester là, il y a quoi là-bas? Donc il faut qu'on améliore tout ça. Donc c'est ce que je disais, lorsque la fédération souhaite constituer une ligue amateur professionnelle, elle doit annexer un règlement particulier permettant de régir l'organisation et le fonctionnement. C'est pourquoi je disais que nous allons revisiter la collaboration qu'il y a entre la FEDAFOOT et la Ligue, et même les ligues qui vont être mises en place. La Ligue nationale de football, bien sûr, c'est celle-là qui organise les compétitions auxquelles vous prenez part. Et que cette ligue-là, également, doit faire en sorte que les intérêts de tout le monde soient préservés. J'ouvre une parenthèse. Vous avez des joueurs, nous avons ici le président de l'association des footballeurs. On ne doit pas penser que la ligue, les clubs, les associations qui défendent les footballeurs, les arbitres et les entraîneurs, vous êtes des adversaires. Non. Vous avez certainement des centres d'intérêt divergents, mais beaucoup de centres d'intérêt convergents. Parce que vous utilisez, par exemple, les clubs, les joueurs et les associations défendent. Donc c'est normal que chacun défende sa chapelle. Mais il faut savoir que tout ce qui est fait doit être fait pour le bien du sportif. Pour le bien du sportif. Le respect des contrats. Moi j'ai vu à une époque, on signe un contrat, on dit bon, c'est 400 000, toi tu pars chez toi, tu dis bon, j'ai signé un contrat de 400 000. Et puis quand tu arrives, on te dit non, en fait tu n'avais pas bien vu, c'était 300 000. Parce qu'ils sont restés, le club est resté à modifier. Ils ont mis 300 alors que c'était 400. Il y a des clubs aussi qui sont corrects. Il y avait des joueurs qui ne sont pas corrects du tout. Des joueurs qui signent dans 3-4 clubs. Tu signes dans 3-4 clubs, la loi te rattrape. C'est clair. Donc les associations, les clubs, nous allons regarder ensemble comment on va mettre, et on verra aussi, on va mettre des statuts du joueur de football évoluant au Gabon, qui protègent les clubs, qui protègent les joueurs, sous le regard bien évidemment de la Ligue et
et de la fédération. Et je me permets de le dire aujourd'hui. L'argent que les clubs doivent aux joueurs, il y en a qui disent que la fédération n'a rien à voir. Je vous ai démontré tout à l'heure que toutes les compétitions qui se jouent sur le territoire sont de la responsabilité de la fédération. Est-ce que vous estimez que la Fédération gabonaise de football ne va pas intervenir dans ce litige? C'est elle qui est le responsable de la compétition. Elle doit intervenir. Elle doit même aller plus loin. Elle doit valider tous les contrats pour sécuriser tout le monde. Vous signez un contrat avec votre club, il y a le tampon de la LINAF, du joueur, du club et de la fédération. Le jour où il y a litige, la fédération, parce que ce n'est pas toujours le joueur qui a raison, ce n'est pas toujours également le club qui a tort. On sort. La fédération sort votre contrat. Ouais, monsieur Ondo, vous avez des problèmes avec elle. La fédération sort le contrat et on tranche. Et la fédération aujourd'hui, elle vous dit non. Les footballeurs, ils ont un problème. Non, 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 venez pas chez nous. Mais on va aller chez qui? Parce que quand vous signez la licence, c'est écrit en haut, hein, Fédération gabonaise de football, Ligue du Wellington, sous-ligue de tel. Le premier nom là, c'est la fédération. C'est une responsabilité. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons signer une convention avec la LINAF pour bien voir ce que nous voulons faire ensemble. Je le disais tout à l'heure avec la LINAF, une relation d'interdépendance. On a besoin de la LINAF, la LINAF a besoin de la fédération. Ce n'est pas la peine de se tirer dans les pieds. Parce que l'un fait le travail de l'autre, et l'autre justement en profite. C'est une relation, je t'aime, toi non plus. On ne peut pas se séparer. Donc, il faut justement renforcer ces relations-là, que chacun garde son couloir, et surtout que chacun sache qu'on a besoin l'un de l'autre. Donc, ça c'est la première partie, parce que nous allons après attaquer les sociétés sportives, les associations et les sociétés sportives pour entrer directement dans le vif du sujet avec nos amis des clubs et à votre attention bien évidemment. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, s'il y a des avis, je suis disposé. Je crois qu'il y a un micro baladeur quelque part. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Merci pour cette première partie. Oui, Président. Président, d'abord je voudrais vous remercier et vous féliciter pour cette prestation. J'ai une première préoccupation. Je crois avoir lu dans le sommaire qui sommes-nous, mais à travers votre exposé, je ne me souviens pas avoir appris quoi que ce soit sur ce que vous êtes. Pourquoi cette question? Vous avez évoqué tout à l'heure la gouvernance. C'est essentiel. La gouvernance suppose l'existence, n'est-ce pas, d'une équipe avec des compétences pour mener à bien, n'est-ce pas, le projet. Autant en ce qui concerne le futur top manager, on a une idée plus ou moins précise. On l'a vu évoluer à travers le stade. On a appris également cet après-midi au travers des états de service qui ont été déclinés par le candidat. Mais alors, quid du reste? Parce que gouverner, c'est s'appuyer sur une équipe. Peut-être que si vous nous indiquez quelques éléments de ce qui composerait l'équipe, on pourrait avoir des gages en termes d'expertise, en gage de ceci, de cela. Donc, je pense qu'il serait bon que cette question de qui sommes-nous soit élaguée. Merci. Merci, Président. Quelqu'un a une question dans le même sens? Ok. Président.
Président, merci beaucoup. Je disais justement dans une partie de l'exposé que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et peut-être comme il n'était pas assis à côté de moi, je suis passé trop rapidement sur ça. Donc, Monsieur René Boukinda, c'est un membre de mon équipe qui est chargé de la communication. Monsieur Alain Charles Nzamba, qui est chargé de tout ce qui est projet et programme de développement au niveau du sport, c'est un manager. Agent FIFA aussi. Voilà. Monsieur Guirio, Oussougou, Bivigou, vous me permettez, non? Donc voilà, ancien footballeur aussi. Il est chargé des questions stratégiques dans la campagne pour le moment, mais également dans le football. Il y a, je ne le vois pas, M. Ogoula, Wilfried, ancien footballeur également. Il est justement chargé de ce qui est relation avec les clubs et tout ce qui est ligue. Donc on va dire les organisations sportives au niveau national et international. Et M. Chris Destin, j'espère que son destin nous apportera, nous emmènera là où nous voulons. Donc qui lui est chargé du marketing et des relations extérieures. Les autres membres, malheureusement, ne sont pas là pour des raisons professionnelles, parce que il y en a qui ne peuvent pas être là. Il y a d'autres également qui sont en province. Mais je pense que pour ceux qui sont là, j'ai pu vous présenter qui ils sont. Et je tiens à vous rassurer que notre équipe, elle est complète, elle est dynamique. Elle est composée de 12 personnes, comme la commission électorale et le code électoral nous l'a exigé. Que nous allons tout mettre en œuvre pour que le football, la vision que nous avons et que nous présentons, soit le plus possible en attente, en adhésion, en adéquation avec ce que vous souhaitez. Merci. Une autre question? Oui, M. Boukinda. Ma voix porte. Un coach, ça doit porter. Voilà, je tiens d'abord à m'excuser pour le retard parce que c'est indépendamment de ma volonté. Sur le premier sujet, la première partie que vous avez abordée, je me présente d'abord, je suis Stéphane Bougenza. Je représente Missile FC ici présent pour écouter les propositions du candidat Valérie Ebé et je rendrai compte fidèlement à ma hiérarchie parce que j'ai été mandaté par mon président pour venir écouter. Je voudrais savoir sur la première partie de votre exposé, et je disais déjà au préalable de m'excuser pour le retard, quelle différence faites-vous entre vous aujourd'hui et le candidat sortant sur le premier sujet? Qu'est-ce qui marque la différence entre vous deux? Le premier sujet, c'est-à-dire lequel? La première partie de votre exposé. Ah d'accord. Le projet en lui-même. Exact. Très bien. Merci Stéphane. La valeur ajoutée de mon projet, c'est d'abord le fait d'une connaissance parfaite du milieu footballistique, de la pratique, de l'administration et du développement. Partant des constats, parce qu'on ne peut pas faire un projet sans constat. On pose le constat. Et à partir de ce moment, on se dit, voilà ce qu'on a remarqué. Qu'est-ce qu'on peut, à travers des domaines bien précis, apporter comme solution? Mais ce n'est pas une solution, je dirais, ce n'est pas de la dictature. Ça, c'est ma démarche. C'est de faire en sorte que j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Bien évidemment, je suis parti sur les acquis. Je le disais tantôt,
le fait d'avoir été directeur technique national adjoint, ça veut dire d'avoir été au cœur même de la conception du programme de développement de la fédération, me donne les outils nécessaires pour savoir de quoi notre football a besoin, de la base à l'élite. Et c'est une valeur ajoutée. Je propose des choses qui sont adaptées au développement des clubs. Je dis bien au développement des clubs. Nous allons le voir tout à l'heure. La valeur ajoutée également, c'est de dire au club, les yeux dans les yeux, je suis président le 16 avril, vous aurez une assistance financière en début de chaque saison. Pendant les 4 ans de mon mandat, il y a de l'argent pour ça. Et on vous le donnera. Ça, c'est la valeur ajoutée. Je vais vous apporter également une assistance matérielle. Ballon, chasuble, tout ce qui est possible. Et c'est faisable. Ce n'est pas incompatible. C'est le travail de la fédération pour développer le football au niveau des clubs. Ce n'est pas interdit. Et je le ferai. Quand nous allons à la CAN et que nous sommes revenus avec 800 millions, je répartirai cet argent-là aux clubs. Parce que les clubs font le travail qui permet à l'équipe nationale d'être là où ils sont. Il vous donnera cet argent-là. Pas simplement aux clubs, mais à tous les autres également. C'est une valeur ajoutée. Je vais également vous accompagner, on va le voir tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai parlé de la loi d'orientation du sport. On ne peut pas prendre les clubs à 1.0 pour les amener à 1.1000. Il faut qu'on vous accompagne dans le choix des statuts juridiques, dans les passerelles que nous allons créer avec des partenaires institutionnels pour que les problèmes qu'on a vécus, on ne les vive plus. Problème pour les joueurs étrangers quand ils rentrent. Oui, j'ai discuté avec les hauts responsables de la direction générale de l'immigration. Il y a des règles au Gabon pour engager un étranger. Nous allons aider les clubs à travers un certain nombre de choses que nous allons mettre en place. La CNSS, la CNAMGS. Mais pour faire tout ça, il faudrait que vous m'accordiez vos voix. Parce que le 16 avril, j'ai vos voix. Là, on joue un mini tournoi, ça me donne l'opportunité d'en parler puisque c'est l'actualité. Moi, je n'aurais pas fait ça. En revenant de la CAN, j'aurais pris les 10 équipes de deuxième division, les 14 clubs de première division, et on allait faire un mini tournoi. De 6 groupes. On a les stades pour ça. Ça allait permettre de relancer le football sur tout le territoire, de remettre le trafic économique dans pleine ville et de faire en sorte que nous gagnions en temps. On joue une mini-CAN, si je compte bien c'est 24, comme à la CAN. On a 6 poules et puis le champion, on écrit à la CAF en rapport avec la situation du Gabon que vous connaissez. Nous avons décidé de faire ce tournoi-là qui nous permet, ils vont comprendre. Et le champion, Champions League, le vice-champion, Coupe de la CAF. Et je finance ça avec l'argent qu'on a amené à la CAN. Et je dis à l'État, ça, je finance, mais vous allez donner au club pour qu'on commence la saison d'après suffisamment d'argent pour qu'il soit apte. C'était faisable. Moi, je l'aurais fait. C'est ça, la valeur ajoutée que je vais vous apporter. Et si je mens, m'attendez au prochain mandat. Je quitte. Je ne mentirai pas. Parce que vous allez me pourchasser chaque année. On va faire des bilans. Je vous dis bien, chaque début de saison, vous aurez les 20 millions. Il y a de l'argent pour ça. Il y a 500 000 $ qui sont donnés pour les clubs, les compétitions, les équipes nationales. Cet argent-là revient au football. Moi, je le mettrai à disposition. Voilà la valeur ajoutée, Stéphane. Et nous allons le voir là, dans la continuité de la présentation. De manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise. Après, évidemment, je sais qu'il y a des clubs de deuxième division ici.
Mais nous allons aller dans le même sens. Et je vous assure d'une chose, ce n'est pas des histoires que je vous raconte. Il y a de l'argent pour ça. Indépendamment de cet argent-là, l'autre valeur ajoutée, c'est que je vais dire à mon sélectionneur, nous avons 23 joueurs, tu fais ce que tu veux, mais tu me laisses 7 places pour les joueurs locaux. Je dis bien 7 places pour les joueurs locaux. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne m'amènes pas les morts. Ça va permettre l'émulation, parce que des gamins qui se battent au Gabon, il faut qu'ils rêvent d'arriver en équipe nationale. Et on doit leur ouvrir cette voie-là. Et ça, c'est une voie officielle. Il y a 7 places pour les joueurs locaux. Dans chaque regroupement. Dans chaque regroupement. Après, c'est à chacun de faire ses trucs. Ça, ce sont des acquis. Le soir du 16 avril, ce sont des acquis. Après, on est des sportifs, on aime avoir la balle dans notre camp. La balle est dans votre camp. Donc, Steph, c'est ça véritablement la valeur ajoutée. Je peux le dire que très peu de candidats vont vous proposer, vont faire le merta sur l'argent. Et c'est l'argent du football. Et c'est pourquoi on doit se battre pour que dans les 4 années prochaines, on soit suffisamment ambitieux pour aller à la Coupe du Monde. Parce que je vous assure, si on va à la Coupe du Monde, vous avez vu les montants? Vous avez vu les montants? Ça mérite qu'on se batte. À partir de ce moment-là, on va aider tout le monde. Moi, je ne construirai pas les ligues. Il faut les construire, les ligues. Mais il faut qu'on joue au football. Oui, on doit jouer au football. Dans les valeurs ajoutées, dans la différence. Je veux qu'on joue au football. La valeur ajoutée, c'est que dans tous les départements, on va mettre une animation sportive. Je dis bien dans tous les départements du Gabon. En rapport avec, en collaboration avec l'éducation nationale. J'ai vu que là, le championnat avait commencé. Au lieu du ministre, il y a eu une réunion hier, je crois. Mais nous allons, pour les jeunes filles et garçons, entre 6 ans et 11 ans, mettre ces animations-là, le mercredi et le samedi, dans tous les départements du Gabon. Donc, Steph, je te remercie pour ta question. J'espère avoir été le plus clair possible. Donc, une autre question? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le Manu, USB. Monsieur le candidat, oui. Ma question est pas peut-être plus accentuée sur le congrès. Parce que moi je constate que sur les 6 candidats que vous êtes à l'élection de la présidence d'Afrique, en fait, à chaque fois je me retrouve à une réunion d'un candidat, sinon à une présentation, j'ai comme l'impression qu'il y a une injustice. Parce que cette élection regorge 35 délégués. Et les 35 délégués sont, je pense, 14 clubs de D1 et 18 délégués de ligue. Et je pense 3 associations. Moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Parce que je remarque que, en fait, quand nous regardons dans la salle, nous se connaissons tous, vous avez, dans les 14 clubs, il y a 8 clubs de Libreville. Sinon, la majorité des présidents des clubs, ils résident à Libreville. Et je me rappelle encore le dernier congrès extraordinaire à Ovendo. En fait, on posait le problème des clubs des T2. Parce qu'aujourd'hui, sur quelle base, je me dis, on a pu en fait déléguer 35 délégués, c'est-à-dire 14 clubs et 18 des ligues, quand nous savons que ces 18 sont à l'intérieur. Et aujourd'hui, le candidat en eux-mêmes, aujourd'hui, en fait, faites la présentation. Est-ce que vous allez emmener, c'est-à-dire Libreville, on va supposer Libreville, vous avez touché les clubs, et en province, vous allez faire aussi cette campagne dans chaque ligue. Parce qu'aujourd'hui, moi, voilà pourquoi est-ce que je parlais d'injustice, parce que sur quelle base, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il ne faut pas changer peut-être aussi
cette manière de faire, parce que quand on parle du football, je me suis amusé un peu sur Internet, je regardais un peu le congrès électif, de France. Mais c'est beaucoup de débats. Pourquoi chez nous, ici, on parle de 14 clubs, de D1 seulement, des D2, on n'en compte pas. Vous avez parlé du football amateur, on n'en compte pas. Et dans les ligues, c'est 18 et 3 associations seulement dans le territoire gabonais. Quand nous savons qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'associations, bon, qui ne sont pas peut-être reconnues, je vais dire il y a 3, parce qu'il y a 3 qui ont été reconnues par la fédération. Aujourd'hui, Monsieur Valéry, qu'est-ce que en fait, vous nous proposez sur ce point, donc surtout pour le congrès électif? Est-ce qu'il ne faut pas élargir? Merci. Merci. Très bien. Je disais tantôt que j'avais pris l'exemple des statistiques que le football amateur, c'est 98,6%. Football amateur au Gabon. Et le football d'élite, j'entends par élite, première division, deuxième division, c'est 1,4% dans la pratique. Cela veut forcément dire que la représentativité n'est pas celle-là. Et c'est la raison pour laquelle je disais que nous allons mettre en place une ligue nationale du football amateur qui va accompagner le football amateur à se structurer. C'est la raison pour laquelle je disais également que nous allons introduire dans le projet que nous avons fait, ça nous amène à 32 clubs de D3. Il va y avoir des championnats de zone. Et ça nous fait 32 clubs. Nous allons les introduire dans le congrès. Nous allons aller plus loin également. Nous allons introduire les sous-ligues dans le congrès. Ça nous donne, quand on calcule, un congrès à 100 et quelques délégués. Je pense très humblement que ça, c'est beaucoup plus conforme au paysage footballistique. Parce que toutes les parties se retrouvent. Maintenant, vous parlez d'association. Il me plaît toujours de rappeler, de temps en temps, je titille mes amis journalistes, mais là aussi je parle de la réalité. Parce qu'il y a quelques années, les journalistes, dans leur association, étaient présents au congrès. Mais il se trouve que ces journalistes, à tort ou à raison, ils n'ont pas souvent été... Ils ont fait des lois. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, à travers les chaînes, ou les organes de presse, en fonction de leur ressenti, de faire un candidat ou de le défaire. Bref, mais ce n'est pas de la Fédération gabonaise de football qu'est venue la décision. Je crois que la décision est venue de la FIFA, qui estimait que les journalistes, au même titre que les médecins, il fallait les sortir du congrès. Mais même là, je vous ai parlé du Conseil fédéral. Je vous ai dit que le Conseil fédéral va regrouper tout le monde. Moi, je vais réintégrer les journalistes. Je vais les réintégrer comme membres à titre consultatif, comme les médecins, et même les juristes, parce qu'on en a besoin, et même les entreprises. Parce que je veux qu'il y ait une implication. Je souhaite que, quand je vais demander de l'argent ou proposer un partenariat aux entreprises, on se soit déjà parlé au Conseil fédéral. Je pense que ça passe beaucoup plus facilement. Donc il faut que tout le monde soit dans ce Conseil fédéral qui va donner les orientations au Congrès. Le Congrès va valider ou réajuster. Mais ce Congrès, évidemment, je ne le veux pas sous le format actuel. Je souhaite que les gens viennent au Congrès pour travailler. Travailler comment? C'est que nous allons mettre des commissions de travail et on va avoir des restitutions à venir. Pourquoi les commissions de travail?
il y a beaucoup de domaines sur lesquels on se penche au Congrès. Domaine financier, domaine technique, domaine juridique. Et j'estime que pour être efficace au Congrès, ceux qui sont du domaine communicationnel vont se mettre dans une commission à travers le rapport qu'on va leur fournir. Ils vont faire des amendements, ils vont faire des propositions. Ça va être plus efficace. Chacun sera dans son couloir. Au lieu que ce soit ce qui se fait actuellement. C'est ce que je propose. C'est ce qui va se faire. Un congrès a lieu 3 jours. On vient, on travaille en commission, on fait une restitution en plénière, et c'est clair pour tout le monde. On ne va pas changer les rapports et ceci. Sur les aspects financiers, par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expertise pour parler des affaires financières. Il y a des gens qui viennent voter des bilans financiers, ils ne connaissent pas ce qui rentre, ce qui sort, les ressources, le fonctionnement, l'investissement, ils ne connaissent pas. Donc à la limite, ils ne servent à rien. Donc autant faire ces commissions, qu'il y ait un travail de professionnels, discussion de professionnels, et qu'on nous rapporte, n'est-ce pas, le rendu en plénière. Ce sera beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on va mettre en place. Pour que justement, je vous l'ai dit, la relance du football pour tous. Football pour tous, les gens ne doivent pas être exclus. Il faut que le football implique tout le monde. Vous le voyez? Quand l'équipe nationale du Gabon joue, n'est-ce pas? Tout le monde se sent concerné, parce que c'est l'équipe nationale. Mais même à travers cette implication, nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà. Hein? Notre équipe nationale doit être vendue. C'est pourquoi j'ai parlé de produits et services. Parce que les gens ont beaucoup de choses aujourd'hui. Vous qui êtes venus ici, je vous ai dit merci, mais vous avez beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous ayez regardé un match de Sogea contre CSB? C'est le produit qu'on va vous vendre. C'est pourquoi justement je disais que nous devons exploiter les images fortes de notre football. Les Pierre-Emerick, les Lemina, les Boupenza, pour vendre notre football. On doit le vendre. Et ceux-là, ce sont nos ambassadeurs, pas du terrain. Ils doivent nous permettre d'accrocher les partenaires nationaux et internationaux qui vont nous mettre un chèque d'1 million d'euros. Et je vous assure que c'est possible. Et en passerelle, pour dire encore à mon frère Stéphane, l'autre valeur ajoutée, elle est celle-là. Elle est celle-là. De présenter nos ambassadeurs, de profiter de leur notoriété, de leur légitimité, de leur crédibilité au niveau mondial, pour qu'on vende un certain nombre de nos produits. Et à partir de ce moment, on pourra beaucoup plus impliquer les gens et faire en sorte que tout le monde soit content. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Je crois que nous allons passer sur la deuxième partie qui vous concerne à proprement parler. En fait, tout vous concerne. Celle-là, elle est beaucoup plus intéressante parce que nous entrons vraiment véritablement dans le vif du sujet. Donc, nous sommes toujours dans la relance du football. Et nous étions sur les associations et sociétés sportives. Vous remarquerez là qu'on parle d'associations sportives et de sociétés sportives. C'est deux entités qui peuvent paraître différentes, mais que l'on peut combiner en une seule. On va voir ça tout à l'heure. Et c'est dans ça que la loi d'orientation du sport va obliger tous les clubs à aller. Et nous pensons, nous, que en venant à la fédération, nous avons l'obligation de vous donner cette information-là, pour que ça ne vous tombe pas sur la tête comme un peu. Donc, l'association sportive, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, loi 1962, donc, elle peut être constituée en club amateur, semi-professionnel ou professionnel, en vue de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elle regroupe les sportifs qui participent aux compétitions réservées aux amateurs, semi-professionnels, professionnels organisés par la Ligue provinciale, la Ligue nationale, dont elle est affiliée.
Donc on parlait tout à l'heure, dans le précédent article ou slide qu'on a montré, tout ce qui était en relation avec les fédérations, les ligues amateurs et professionnelles qui peuvent être constituées. Mais nous allons nous attarder aujourd'hui, maintenant, de manière vraiment beaucoup plus détaillée sur les associations sportives et les sociétés sportives. Donc, les associations et les sociétés sportives. Donc, l'association sportive, comme vous voyez, c'est la base. Cela voudrait dire que Pélican est constitué en association sportive. Donc, l'association en elle-même va s'occuper de tout ce qui est football amateur. Les filles, les garçons, tout ce qui est amateur. Donc, c'est forcément la base du football. Donc, comme je le disais, la loi d'orientation du sport prévoit donc que les associations sportives et les fédérations soient constituées en forme d'association. Hein? Donc, bien évidemment, l'aspect contractuel est également à prendre en compte si l'on considère que les modalités d'organisation d'une association est subordonnée à la contractualisation de la relation entre ses membres tout en étant sujette à une certaine liberté dans sa rédaction, notamment de ses statuts. Ça veut dire que comme toute association, vous pouvez engager les salariés. Donc là, on va passer rapidement, c'est ce qu'on connaît de basique, hein. La façon dont on constitue une association, c'est une ou deux personnes, assemblée générale constitutive, bien évidemment. Rédiger les statuts, déclarer son association, c'est important. C'est important, parce que c'est ça qui va permettre à ce que vous bénéficiez de certaines subventions. Il faut avoir tous ces documents-là. Donc, les étapes, évidemment, choisir le nom d'association, les statuts, déclarer. Bon, là, c'est pas en préfecture. Je pense que c'est au ministère de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports. Le siège, les responsables, la publication au journal officiel, c'est important. Et puis, comme je l'ai dit, nous entrons dans la réalité de la loi d'orientation du sport. Ça veut dire qu'une association qui va employer des salariés doit forcément les déclarer à la CNSS, à la CNAMGS. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que là on va parler en termes de salariés, nous allons, nous, fédération, accompagner les clubs pour ça, leur identification à la CNSS, pour éviter tous les problèmes qu'il peut avoir avec les employés. CNAMGS, bien évidemment, pour les soins médicaux, pas simplement du joueur, mais de la famille. On est tous d'accord que quand on joue au football, si l'enfant est malade, on n'est pas à l'aise. Donc il faut protéger tout cela. L'inspection du travail, pour valider les contrats. Il ne faut pas penser que quand on valide les contrats, c'est seulement au profit du joueur. Non, ça protège tout le monde. Parce que le joueur aussi qui veut partir n'importe comment, alors qu'il est sous contrat avec vous, que l'inspection a validé, ben, vous le brandissez le contrat. Ce monsieur me doit encore 1 an, comment on fait? Ça sert à ça aussi. Et puis bien évidemment, les impôts. C'est pourquoi je disais que nous avons fait une professionnalisation de façade. Les gens qui gagnent de l'argent et qui ne payent pas les impôts, ça veut dire que, je m'excuse, comme on dit, quelque part d'où je reviens, vous travaillez au black. Parce que logiquement, quelqu'un qui travaille, qui est reconnu, doit payer les impôts, doit être imposable. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, hein, la direction des étrangers que vous recrutez. Il y a une législation en vigueur dans ce pays pour ça. Il faut savoir. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui n'ont pas de titre de séjour, ça pose un problème. Le mec, il va se balader comment? S'il va au marché,
pour faire ses emplettes, on l'attrape, il n'a pas de papier, c'est compliqué. Et puis, il y a les normes pour entrer au Gabon, avoir un contrat de travail, pour qu'on puisse vous faire un titre de séjour et tout ça. Donc, à travers les négociations que nous avons eues avec la Direction générale de la documentation, ils vont nous faciliter un certain nombre de choses. Bien évidemment, il faut être correct, pas d'amener des joueurs et puis le moment des textes est venu, où est passé, il n'a pas réussi, il faut qu'il retourne chez lui. Les statuts. Donc la particularité de l'association sportive, c'est que il y a des statuts classiques pour participer aux compétitions, pour exister, et c'est ce que aujourd'hui toutes les associations font. Donc, ça c'est important. Si les associations sportives sont utiles d'un point de vue managérial et fonctionnel, notamment d'un point de vue fiscal et financier, le fait de créer une entité d'autant plus structurée peut permettre d'organiser au mieux l'activité professionnelle lorsqu'elle existe. Pour ce faire, l'association sportive peut ou doit créer une société sportive ou spécifique. Et à partir du moment où vous allez la créer, vous allez avoir besoin de ça. C'est-à-dire que le président peut être un bénévole, le président de l'association, on va le voir un peu plus loin, mais pour diriger la partie élite, vous avez besoin de manager. Avec des objectifs qui lui sont assignés. On peut prendre un exemple. Quand vous voyez par exemple le Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Nasser Al-Khelaifi, c'est un employé du PSG, s'occupe de la partie professionnelle. Il y a d'autres qui s'occupent de la partie amateur. Donc, centre de formation sportive. Donc, les clubs professionnels sont en majeure partie constitués comme des sociétés sportives. Les associations sont davantage utilisées pour gérer l'effectif dit de formation. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, la loi d'orientation sur le sport dispose qu'une association sportive peut constituer une société sportive lorsque son activité d'organisation de manifestations sportives professionnelles l'exige. Mon ami Sounda, le Pélican. Oui, vous avez besoin de ça. Vous y êtes déjà même. Stade Migouvin également. Vous avez, dernièrement, le ministre a inauguré un centre de formation, mais vous avez une partie professionnelle avec des joueurs salariés. Là, vous avez besoin de créer une société sportive. Hein? Et, très important, une convention d'une durée déterminée doit être signée en l'association constitutive de la société sportive, approuvée par les instances statutaires, donc l'Assemblée générale du club. Son objectif est de contractualiser la répartition des droits et obligations des deux entités, telles que les modalités d'exploitation de l'image de l'association, la cession de certains droits au profit de l'autre, la gestion des activités respectives ou encore le mode de gouvernance entre les structures. Et comme c'est écrit en bas, la société sportive, c'est l'élément déclencheur du sport professionnel. On ne peut pas aujourd'hui parler du sport professionnel si on ne tend pas vers la société sportive. Il faut dissocier. L'association reste de manière statutaire. C'est elle qui fixe les objectifs et délègue à la société sportive tout ce qu'il y a sur le plan professionnel pour la commercialisation, n'est-ce pas, de son activité. Un peu comme la fédération et la ligue professionnelle. Mais là, c'est dans le cas du club. Donc, l'association dispose d'un délai prévu pour faire sa réalisation de demande de création de société. Les formes des sociétés dont elle dispose sont de deux types. Sociétés commerciales et les sociétés sportives. On peut créer une SARL, une SA, ou une SA pour les sociétés commerciales ou société anonyme sportive professionnelle à objet sportif, entreprise unipersonnelle. Donc, on va aller dans ce qui vous ressemble beaucoup plus. Vous créez une société sportive dont l'objet est centré autour d'une activité sportive. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de créer une société dite classique. Cela est possible depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation du sport.
de la politique nationale d'éducation. La loi permet désormais aux sociétés sportives de se constituer selon le droit commun des sociétés. En pratique, vous pouvez donc créer les formes qu'il y a ici. Ces formes de sociétés sont intéressantes puisqu'elles vous permettent de vous verser les dividendes annuels, lesquels seront imposés à hauteur de 30%. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la fédération, à travers un arsenal juridique et des experts, va accompagner les clubs. Parce que là, il ne faut pas se tromper. Hein. Si vous vous trompez là, vous mettez la clé sous la porte. Hein. Donc, si au contraire, vous souhaitez vous verser un salaire, il vaut mieux privilégier ces formes-là. Donc, on peut prendre un exemple. M. Assélé, s'il veut se verser un salaire, c'est dans ça qu'il doit aller. Mais je pense que lui, il n'en a pas besoin actuellement. Bon, tout fondateur, s'il veut se verser un salaire. Donc, on peut également décider de constituer une société spécifique dédiée au secteur sportif. Les différentes structures sportives sont soumises au régime général du droit du travail. Elles ont le choix de plusieurs types de sociétés. Et vous les avez là. Donc, voilà les différents types de sociétés. J'ai tenu à ce que vous regardiez cela pour que vous ayez une idée de ce que nous allons faire avec vous. Parce que ça, c'est purement technique. Et pour le comprendre, vous avez besoin qu'on vous mette à disposition des juristes qui vont vous accompagner pour faire le choix, pour ne pas se tromper. Parce que dans ces différentes sociétés, il y a la possibilité de rémunérer ou pas les dirigeants. Et c'est important. Et quelque chose qui est important ici, bon à savoir, l'association support doit détenir au minimum un tiers du capital social. C'est ce que l'on appelle une minorité de blocage. Pour ne pas faire en sorte que votre équipe soit à la merci d'un manager, il faut que vous ayez, ou que vous, les présidents d'association, on va dire, si on appelle minorité de blocage, 52%. Et là, le président peut dire non, je ne suis pas d'accord. Si vous avez 48 et que le manager qui arrive, comme on en a connu certains, met beaucoup d'argent, on a toutes les décisions qu'il veut. Vous ne pouvez rien lui faire. Parce que là, ça va s'appliquer. Hein. C'est pas je suis fondateur, non. Ça s'applique. Hein. Et c'est pourquoi vous voyez, par exemple, dans certains clubs en Europe, les supporters sont constitués en partenaires. On dit on veut virer un coach, les gars vous disent non, vous n'allez pas le virer. Mais parce que quand on regarde le capital qu'ils apportent, vous êtes obligé de le faire avec eux. C'est dans ça qu'on va arriver. Donc attention. Il y a également la possibilité de créer une société anonyme à objet sportif, suppose d'adopter des statuts prévus par la loi d'orientation du sport. Donc, cette forme de société ne permet pas la recherche de produits, de profit. En pratique, c'est une société à caractère désintéressé avec l'interdiction de distribuer des dividendes et de rémunérer les dirigeants. Ça aussi, il faut faire attention. Parce que vous risquez de prendre les gens, vous n'allez pas pouvoir les payer, parce que votre statut n'est pas adapté. Donc, il y a d'autres sociétés, mais je pense que celles qu'on a vues avant sont le plus adaptées à nos réalités. C'est pourquoi je vous propose qu'on va passer très rapidement sur cela. Vous pouvez prendre connaissance. Mais je le répète encore, c'est à titre indicatif, pour que vous ayez une idée de ce que nous voulons faire avec vous. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas laisser les clubs dans une telle situation et ne pas mettre des experts à vos côtés. Donc, pour terminer ici, de la plus-value, c'est ce genre-là. Et l'association sportive cadre, celle qui gère la structure, devra faire une convention avec la société sportive. C'est cette convention-là que vous devrez évidemment envoyer à la Ligue et à la Fédération.
Voici les éléments qui doivent être dans cette convention. Les activités liées au secteur amateur et celles liées au secteur professionnel, la répartition des activités liées à la formation des sportifs, conditions d'utilisation des infrastructures sportives par l'association et par la société, les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association. Et nous arrivons à notre programme d'assistance au football d'élite. Je vous ai montré la loi d'orientation pour que vous ayez déjà en mémoire, en idée, ce qui va se faire. Et là, nous arrivons justement dans ce programme d'assistance au football d'élite. Pourquoi accompagner les clubs vers la professionnalisation de la pratique? Comment nous allons le faire? Identifier et choisir le statut juridique, comme je vous l'ai dit. Concevoir un projet club. Je me permets, je n'ai pas envie de faire injure à qui que ce soit. Dans ma position de manager également, j'ai discuté avec beaucoup d'associations, beaucoup de fédérations, et je me suis rendu compte que les gens faisaient les dévis. Le maillot s'étend, le ballon s'étend. Quand on veut attirer un partenaire, il faut lui montrer son intérêt. Qu'est-ce que je lui propose? Et nous allons vous aider dans l'ingénierie de projet à présenter des projets qui soient conformes à l'action. Quand vous vendez un projet du football féminin, vous avez des partenaires bien indiqués et qui sont prêts à vous aider. Mais vous devez présenter ce que vous allez mettre en avant du partenaire et ce que vous voulez évidemment. Donc, construire un projet club, recenser les sources de financement. Le club doit pouvoir recenser ses sources de financement. Subvention de l'État, de la fédération, et aller chercher ses propres moyens. C'est ça qui va vous permettre de faire votre budget. Et nous allons bien évidemment, on va mettre de l'argent, on va mettre du matériel, on va mettre de l'accompagnement, il va y avoir un cahier de charge. Donc le projet club, qu'on vous le présente rapidement, d'une association d'un club sportif. Donc les statuts juridiques, on en a parlé tout à l'heure. Donc la philosophie du club de demain est perçue comme un club ouvert à tous, essentiellement sur les petites catégories, la formation et le maître mot. Un club convivial et chaleureux auquel joueurs, éducateurs, dirigeants et supporters sont très attachés. Un service public avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Un projet club clairement identifié. Une identité locale commune et partagée. Donc l'objectif dans notre accompagnement au club, c'est de bâtir un club ou des clubs dans lequel chaque acteur peut s'identifier et retrouver sa place. Nous devons vous accompagner dans ça. À travers les clubs qui vont être forts, notre fédération va être forte. Donc c'est ça le projet du club, où on doit retrouver tout cela. Nous allons également, comme je l'ai dit, vous accompagner pour faire ça. Pour trouver les financements, pour trouver le matériel, pour trouver les formations, il faut pouvoir faire le projet avec une structuration de cette manière. Et c'est reparti comme ça. Donc le projet club, projet associatif, projet sportif, projet éducatif, encadrement, attirer de nouveaux publics, moyens humains, moyens financiers, moyens matériels, proposer de nouvelles pratiques, attirer de nouveaux publics. J'ouvre une parenthèse. Je ne vois pas, aujourd'hui par exemple la saison, elle va commencer, mais les clubs, vous pouvez, vous devez créer des journées portes ouvertes. Il faut que les gens, il faut que vous vendez vos clubs. Au début, ça va venir peut-être 10-15 personnes, mais à chaque début de saison, les gens viendront. Et c'est là où vous vendez vos activités, c'est là où vous pouvez attirer des partenaires, c'est là où vous vendez tout ce qui est possible. Et on va vous aider dans ça. Donc c'est ça, l'état des lieux. Définir des objectifs de développement du club, réaliser des actions. On va vous accompagner dans ça. Donc monter un projet, c'est tout simplement se fixer des objectifs et se donner les moyens. Nous allons vous accompagner. Voilà, les associatifs, on va mettre ça à votre disposition. Je l'ai dit, projet associatif, sportif, éducatif. Là, c'est le club. Et nous arrivons au fond. Comme je vous l'ai dit, le club doit pouvoir avoir ça.
bien tenir, produits dérivés, frais de formation, revenus sur les activités commerciales du club. Ce sont les moyens de financement. Après, nous avons les subventions, État, fédération et vous-même. On a vu ça un peu plus haut. Nous avons les partenariats également que les clubs doivent mettre en place. Et là, on définit le partenariat. Donc le partenariat n'est juste qu'un échange d'intérêts financiers, matériels ou sous autre forme. Qu'est-ce que je vais chercher chez Paolo? Qu'est-ce que Paolo peut me donner? Ce n'est pas de penser qu'on va aller vers une société, ah ils aiment le football, non, on n'est plus dans ça. Qu'est-ce que je lui vends? Je lui vends quoi? Qu'il me donne ce qu'il doit me donner. Qu'est-ce que je lui vends? Et il y a plein d'opportunités. Donc, il y a 3 types de partenariats au sponsoring. Financier, une contrepartie. La visibilité d'une entreprise. Sponsoring, donc tout ce qui est échange de savoir. Vous pouvez avoir un partenariat avec un club européen qui vous dit, nous, on va former vos entraîneurs. Faites-les venir, mais vous payez les billets d'avion, nous on fait le reste. On va faire des passerelles pour ça. Et puis il y a tout ce qui est matériel, qui est possible. Et ça donne un peu ça. Quand on fait un projet, on va le mettre à votre disposition. Les clubs. Et nous arrivons au programme d'assistance du football d'élite. Comme je vous l'ai dit, je le répète, nous allons vous donner chaque année, en 4 ans, 20 millions de francs CFA. Et je vous dis que c'est possible et ce sera réalisable. Assistance financière, matérielle, technologique. C'est faisable. Nous avons terminé avec les clubs. Je pense qu'on va enchaîner parce que les associations c'est un peu plus simple pour aller plus vite. Et puis on va clôturer avec les échanges. Donc on va aller sur les associations. Hein, d'intérêt. Donc, association d'intérêt du sport. Nous avons nos amis de l'ANFPG et nous avons nos amis de l'AFG. Ce que nous souhaitons faire également dans ce programme d'assistance aux footballeurs, c'est garantir l'employabilité et l'insertion sociale. Donc d'abord, de mettre en place un statut du joueur de football évoluant au Gabon, viendrait se superposer à ce statut une charte du joueur international gabonais. Et nous allons signer avec ces associations des conventions que nous allons revisiter chaque année au besoin. Et le programme, bien évidemment, d'assistance aux footballeurs, respecter et préserver les intérêts des acteurs politiques. Dans ce programme, il est important de rappeler que dans la mise en place des animations que nous allons faire dans tous les départements, ça va être des emplois que nous allons créer parce que forcément, on a des enfants qui viennent, il faut les contrôler, il faut les manager et nous allons créer des emplois à ce sujet-là avec les anciens footballeurs, bien évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait des images dans tous nos départements qui renvoient au football. Et cela, nous allons le faire en collaboration avec les collectivités locales. Parce que de toutes les façons, pour faire une animation dans un département, il faut que la mairie nous donne l'autorisation. Et nous allons voir les footballeurs, les anciens, de différentes localités qui vont animer cela. Nous allons également faire en sorte que, au niveau de la direction technique nationale, mais cela pour les entraîneurs, puisque de toutes les façons, on est ancien footballeur, après on devient entraîneur. Nos amis entraîneurs également. Nous allons renforcer
restructurer la direction technique en créant des services internes, football de masse et de jeunes, football d'élite, statistiques, recherche, documentation, projet de développement. Ça fait 4 services internes. Il nous faut ça. Aujourd'hui, la dernière fois quand j'ai eu un journaliste qui était allé rechercher mes statistiques sur le net, c'était à Urban FM. Il dit, ah non, là je vois, vous avez 17 sélections ou un but, ou je suis un peu à rire, je dis, ah, si tu imagines que je suis rentré en 1986 en équipe nationale, je m'en suis sorti en 2002 pour 17 sélections, ça peut le faire. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la direction technique doit avoir tout ça. Doit avoir une base de données, doit avoir des éléments indicateurs du développement de notre football. On doit pouvoir savoir, nous avons combien de joueurs dans l'estuaire, de tel âge à tel âge. Nous devons savoir au niveau du football des jeunes, parce qu'on tire, n'est-ce pas, certaines réformes ou certaines améliorations du football d'élite pour renforcer la formation de la base. Mais ça se fait comment? Il faut avoir des données. Et pour avoir des données, il faut avoir un service qui va s'occuper de ça. Pour dire, notre football, je prends un exemple. On parle de football. Vous trouvez une équipe qui n'arrive pas à faire 3 passes. Il faut quand même qu'on soit capable de dire, cette équipe a des problèmes liés à la technique individuelle. Et si cette équipe a un problème de technique individuelle, ça veut dire que la direction technique doit proposer aux entraîneurs une façon d'organiser les entraînements pour que ce problème soit résolu. Parce que le football, c'est de se passer le ballon. Mais avant de se passer le ballon, il faut que je le maîtrise. Si je ne le maîtrise pas, je ne peux pas le passer. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de maîtrise individuelle qui impacte la maîtrise collective. Mais il faut un service pour ça. Pourquoi on ne marque pas les buts sur 20-30 mètres? Il faut. Et c'est ça qui nous permet de faire en sorte qu'on fasse des propositions aux entraîneurs, on fasse des propositions au club, à travers le travail qui se fait par les services de la direction technique nationale, répercuté dans les provinces et dans les différents départements, les conseillers techniques provinciaux. On va le mettre en place. Mais cela veut dire que également, nous allons créer des emplois. Je vous l'ai dit, nous allons positionner le football au cœur du développement. On va créer des emplois. Il y a de l'argent pour ça. Et les fonds que nous allons lever également vont nous permettre de payer les éducateurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va se parler sans filtre. Notre frère et ami, Tristan Mongo, s'est battu comme il a pu avec les filles. Il n'a aucun contrat, ce bonhomme. Il n'a aucun contrat. Donc ça veut dire que quand on est éliminé, ça s'arrête là. Si tu as la chance, tu pars avec 200 000. Mais nous allons mettre des contrats en place pour ces gens-là. Pour tout le staff, tous les staffs, hommes et femmes, nous allons mettre des contrats. 2 ans renouvelables. Nous avons 4 ans. 2 ans renouvelables, ça permet aux techniciens de travailler tranquillement, de mettre un projet et de faire en sorte qu'on le valide et qu'ils puissent, quand on parle de faire une formation, une sélection nationale des moins de 15 ans, que ce ne soit pas du bricolage, parce qu'il va avoir, comme je vous l'ai dit, toute cette pyramide du football-là, il va avoir des sélections provinciales, il va avoir des championnats dans toutes les catégories, donc l'entraîneur aura le temps d'aller visiter tout ça, de discuter avec les directeurs techniques provinciaux, les conseillers techniques, pour pouvoir faire son équipe nationale clairement. Il va être payé pour ça. Ça, c'est au niveau des entraîneurs. Évidemment que la direction technique, on va lui donner les statuts. Quand j'avais postulé il y a quelques années à la direction technique, je l'avais dit. Il faut mettre des statuts à la direction technique. La direction technique, c'est pas un bonhomme. C'est toute une équipe. C'est quoi son organisation, c'est quoi son fonctionnement. On va donner des statuts. Ce qui va faire en sorte que
La spécificité de la direction technique, c'est qu'elle est sous la double responsabilité du ministère et de la FEGAFOOT. Nous allons mettre de l'argent pour la direction technique parce que pour qu'elle réalise tout ça, il faut bien qu'on lui donne un budget. Mais il faut que le ministère également mette de l'argent dedans. Parce que c'est le travail de l'État que la direction technique fait. En fait, la direction technique, c'est même la représentation du ministère au sein de la fédération. Donc c'est un problème commun que nous avons. Et nous allons le régler ensemble. Un statut. Moi-même, je suis entraîneur. Donc, je peux parler de ça aisément. Tout le monde est devenu entraîneur. Quelqu'un prend les enfants, je ne sais pas où là-bas, il fait 2 tours, il dit non, moi je suis coach. Vous passez au quartier, oh, coach. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va dire coach, ça c'est ton coach du quartier, mais quand on va mettre les statuts, l'association des éducateurs, elle va dire, ça c'est un formateur, ça c'est un entraîneur de gardien, ça c'est un préparateur physique. Chacun sera dans son couloir. Il faut qu'on arrête de s'appeler coach. Quelqu'un vient, il entraîne 2 chats, une souris, il est coach. Donc au même titre qu'on va appeler Bungenza coach, on va appeler aussi quelqu'un d'autre coach, on va appeler Simos coach. On est maintenant dans l'embryomanie qui nous dérange. Ce n'est pas injurieux, mais c'est ça. Chacun doit rester dans son couloir. Il y a trop d'intrigues. Trop. Je suis dans les forums, pratiquement. Je regarde les gens qui parlent. Je dis, oh, vraiment. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est fait pour ça. Mais l'ordre existe dans le football. Je vous assure. Hein. Tous les grands pays qui se sont relevés, qui sont aujourd'hui sur la scène internationale, c'est parce qu'il n'y a pas 10 000 footballs qu'on joue chez eux. C'est pas possible. Et l'histoire nous enseigne cela au Gabon. Même si on est devenu, pour la plupart des cas, un peu amnésique, mais l'histoire du Gabon nous enseigne beaucoup de choses. Que nous avions, il y a quelques années, des joueurs identiques, au profil identique, dans tous les secteurs de jeu. Derrière, au milieu, comme devant. Maintenant, c'est un football d'une autre planète qu'on nous joue ici. On avait. Quand vous prenez sur le côté droit, vous pouvez avoir, dans toutes les équipes, vous avez un Ango Hervé, vous avez un Dom Bertrand. C'est-à-dire qu'il y avait du monde. Vous venez au milieu de terrain, vous avez la même chose. Vous venez à gauche, vous avez la même chose. Vous venez dans l'axe, vous avez Amegas, vous avez Franck Dacosta, vous avez Benzé, vous avez Koudouvo. Il y avait ça. Parce que c'était un même football. Pas le football que les gens viennent, on prend les enfants, on fait les abdominaux aux enfants qui ont 11 ans. Bon, attendez, quand même, on ne doit rien vous dire. Donc la direction technique, vous mettez là. Centré sur son métier et ses missions. On va vérifier l'exactitude de l'expertise des gens pour évidemment éviter ce qu'on a vu avec les histoires de pédocriminalité là. Ça, c'est la base de notre football. Si on n'organise pas bien ce département, je peux vous le dire, je ne sais pas ce que l'élection d'avril 2022 va donner, mais celui qui vous dira qui va développer le football sans structurer la direction technique, je vous le dis, cache, c'est un menteur. Ça, c'est l'outil. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est ça. C'est la direction technique qui met ça en œuvre. Qui dit, ok, président, vous avez beaucoup parlé, ok, voilà ce que moi je vous propose. Moi, je donne des indications, je porte une vision, puis me dit, voilà comment on va faire. Mais l'avantage que j'ai quand même, c'est d'être passé par là. Et c'est pourquoi notre football a des problèmes de régénération, de valeur, de talent, parce qu'il n'y a aucune direction technique, il n'y a rien. Il ne faut pas qu'on vous mente, il n'y a rien. Les clubs font ce qu'ils font, les associations, les académies, mais il faut les recadrer. Ah non, dans le langage, on ne parle pas d'un enfant de 8 ans comme on parle d'un enfant de 16 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, direction technique, c'est important. Pour être efficace et pour que ce soit efficient dans tout le pays. On va terminer. Direction technique nationale de l'arbitrage. Je vais faire une petite boutade. Vous le prenez pas mal. Je n'ai pas envie de vous fatiguer et tout ça. J'aurais pensé que nos amis qui ont un statut d'arbitre, ça c'est pour eux. Ça,
C'est pour eux. Mais le Gabon est un pays exceptionnel, quoi. Il y a 3 arbitres, anciens arbitres qui concourent à être président de la fédération. Jamais vu dans aucun pays. Même Molina ou Colina, il est chef de l'arbitrage de la FIFA. C'est le Gabon. Donc, la direction technique nationale de l'arbitrage, c'est une structure bien évidemment dédiée à la formation des arbitres. L'arbitrage aujourd'hui, c'est comme le football. Il y a des enfants qui aiment arbitrer. Et pour aller un peu plus loin également, c'est qu'aujourd'hui, nous on a 50 ans passés, mais les enfants ils arbitrent les matchs des jeunes. Ils se comprennent, c'est leur milieu. Mais il faut créer ça, cette passion-là. Il faut la créer, il faut l'entretenir. Donc du plus bas âge, il faut leur donner une possibilité d'aller dans leur passion. Dans la gestion technique des arbitres, fédéraux, des assistants, des jeunes arbitres. Et puis comment on va le faire? Les statuts, comme tout le monde, il faut des statuts. Mettre les moyens également financiers, humains et matériels. La direction technique de l'arbitrage qui sera sous le squelette identique de la direction technique nationale. Et puis, je l'ai dit, les statuts, c'est important. On va permettre alors aux arbitres d'avoir un plan de carrière, d'être évalués. Ça va nous régler aussi le problème de nomination des arbitres entre la LINAF et la FEDE. La direction technique nationale va s'occuper de nommer les arbitres pour les compétitions nationales. Donc pour nous, quand on parle de professionnaliser le football, on résume ça à établir, valoriser et respecter les droits et les obligations de toutes les parties. J'ai eu la chance, moi, d'être de toutes les parties, ou d'être de toutes les parties. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, au cadre. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Je peux parler avec toute l'objectivité qui fait en sorte que, en continuant à répondre à mon frère Stéphane, que le projet que je présente est véritablement en adéquation avec les besoins que les gens ont du football, dans le football. Ce n'est pas sorcier, c'est ambitieux parce que c'est porté par un homme ambitieux. C'est porté par quelqu'un qui sait là où il va, dont la vision est claire. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter. J'espère que nous avons, mon équipe et moi, répondu à vos différentes attentes. Je vous remercie une fois de plus. Je vous remercie une fois de plus de votre présence. Vous avez pris votre temps, vous avez laissé vos obligations en fin d'après-midi pour être là. Je respecte véritablement la présence que vous avez bien voulu accorder en répondant à notre invitation. J'espère également que nous allons continuer à nous voir parce que nous sommes encore dans la campagne, nous ne sommes pas encore, je crois qu'elle finit le 15. On va intensifier, le 15 à 24 heures, donc jusqu'à 22 heures, je peux encore vous appeler, 23h58 même. Donc, nous allons initier d'ici là des rencontres individuelles pour discuter également d'un certain nombre de choses pour que nous soyons le plus complet possible. Et on espère également que le 16 avril prochain, vous nous accorderez vos voix, les voix du changement, pas de la brutalité dans la rupture ou de la peur dans la rupture, mais c'est une rupture qui se fera de manière responsable et progressive et avec le concours de tous. Je peux vous assurer que le choix que vous allez faire en nous portant à la tête de la Fédération gabonaise de football, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire pour le football gabonais.
c'est le meilleur choix que vous puissiez faire pour vos clubs, pour vos associations affiliées. Parce que vous avez en face de vous un homme qui a la détermination de mettre sa modeste expertise en contribution pour que le football gabonais aille vers les sommets. Vous avez à disposition un homme vrai, un homme courageux, un homme qui a besoin de vous. Parce que le football a besoin de tout le monde. Le football a besoin de tout le monde. Et pour mettre un édifice footballistique solide, personne ne peut le réaliser seul. Et pour terminer, je vais vous prendre 2 exemples pour vous dire que je n'ai pas attendu 2022 pour faire un certain nombre de choses. Il y a quelques années, notamment en 1988, je jouais à USM. Et les dirigeants de Shell, parce que c'était le nom à l'époque, étaient venus me voir, m'engager à Shell. 88, je suis né en 67, j'avais 21 ans. Je jouais à USM, je venais d'être vice-champion du Gabon, on avait gagné le championnat 1 an la saison d'avant. J'étais international, j'étais jeune. Ouais, on proposait beaucoup d'argent. Mais j'avais de la réticence pour aller à Port-Gentil. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient. Puis on est déjà bien dans son Libreville, on ne veut pas trop. C'est pas trop ce qui nous attend. Bref, mais j'ai pris la décision d'y aller. Donc, comme je vous dis, j'avais 21 ans. 21 ans. Et alors j'ai réalisé que Shell avait une grosse ambition, bâtir un grand club. Et il voulait s'appuyer sur moi pour bâtir ce club. Mais je ne pouvais pas réaliser ça seul. Et j'ai appelé des copains avec qui je jouais à Shell, à USM. Et pour la petite histoire, j'ai même amené le féticheur. Oui. J'ai amené 9 joueurs USM à Port-Gentil. 9 pour aller bâtir Shell. D'autres auraient pu aller tout seuls. J'ai dit, je ne peux pas faire ça tout seul. Il faut que j'amène des gens sûrs. Il y en a qui sont encore de ce monde, d'autres malheureusement nous ont quittés. Je pense spécialement à un grand frère, peut-être que certains l'ont connu, Moudouma Jean-Victor, qui lui aussi a œuvré pour que on aille bâtir cette équipe qui est devenue grande après. Et c'est parti comme ça. Premier exemple. Deuxième exemple, quelques années après, j'étais en fin de carrière. Je revenais de Tunisie, j'avais joué à 105, 2 ans ou 3 ans. Et puis, USB, n'est-ce pas? Voilà, est venu me voir. Il dit voilà, on va monter une équipe au village, en première division, vraiment. J'ai dit oui, je viens. N'est-ce pas? Très bien. Les gens, mes frères de Bitam, certains ont pensé, non, il ne faut pas aller, tu sais, c'est la politique, mes frères de Yam aussi. J'ai dit, bon, ça c'est votre affaire, moi je m'en vais. Et nous sommes partis. Je suis parti. À USB, sur ce coup-là, j'étais tout seul. Et puis, on a joué le premier match contre Sansé, au Goulaké, là, à l'Omnisport. Pour la petite histoire, Sansé nous a battu 7-0. Je crois qu'au Goula marqué. Il a fait son jubilé. Il a marqué peut-être 3 buts. 4. Il se rappelle. Et je me rappelle comme si c'était hier. On était au tunnel là, parce qu'à l'Omnisport, il y avait un tunnel. Et puis, 105, le grand 105 quand même. On était quoi, USB, bon. Ok. Et puis 105 nous dit, non, des villageois comme ça, vous allez voir ça. Effectivement, on était des villageois, hein. Ils nous ont mis 5-0. On a fini la saison, on n'est pas descendu. Et j'ai dit à M. Devezo, les gars qui nous ont traités de villageois, là, chacun va venir jouer ici. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, attends. Et tous les meilleurs joueurs du Gabon, je dis bien tous les meilleurs joueurs du Gabon, sont venus jouer à l'SB.
Je dis tous. Nzengi Roger, Germain Mendo, Régis Manon, lui et son nom, avec Germain. Je crois, même Moulungi, mais même Paolo lui-même, qui avait marqué 4 buts ou combien de buts, il avait fait son jubilé contre nous. Hein? Je dis bien, aucun à cette époque n'est pas venu à l'USB. J'ai œuvré pour que ce soit ça. Pour vous dire suffisamment que je sais jouer en équipe. Je sais faire la différence entre les intérêts personnels et les intérêts collectifs. On n'est pas capitaine à 21 ans d'une équipe comme Shell qui veut. On n'est pas capitaine en équipe nationale qui veut. On n'amène pas des gens dans différents clubs qui veut. Donc ce n'est pas de manière usurpée que je suis face à vous aujourd'hui. Mais c'est vous qui aurez la responsabilité le 16 de faire en sorte que les jeunes Gabonais qui sont dans vos clubs puissent atteindre leurs rêves. C'est vous. Moi, je peux ne pas être élu. Je vous assure que ma vie continuera. Mon engagement peut-être pour le football aussi. Mais on aura raté une marche de la progression de notre football. Il faut la saisir. Il faut la saisir. Les autres au Cameroun à côté l'ont saisi. Les gens ont critiqué Song. Je vais finir par là avec Eto. Ah, pourquoi Eto a fait ceci? Pourquoi? Mais les gars, c'est pas n'importe qui va aller en Algérie. Moi, j'ai joué là-bas. Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui, phase finale de Coupe du Monde, éliminatoire, match couperet, qui vont mettre le score qu'il faut. Mais c'est parce que je peux vous le dire les yeux dans les yeux. Rigaud et Samuel ont trouvé les mots nécessaires pour dire aux gamins, on va le faire. C'est ça. On doit dire ça à nos gamins. Quand on va à la CAN, on voit, on peut la gagner cette CAN. C'est pas de faire des problèmes à gauche, ça ne sert à rien. Mais c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et moi je l'ai. Et je sais le communiquer aux gens. Après je suis un homme, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais je vous dis, le 16, vous aurez une grande responsabilité. Et comme je dis, je termine là-dessus. L'histoire retient beaucoup de choses. Je l'ai dit, je le répète. Un candidat qui, en pensant faire le lit au président sortant, a taillé les statuts à sa mesure. Aujourd'hui, les statuts font débat. Mais on ne peut pas penser qu'on va oublier ça. C'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Son nom inscrit sur les statuts. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça la réalité. Soyez du bon côté de l'histoire, les gars. Et vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Le football ne le regrettera pas. Et on fera les comptes après 4 ans. Vous verrez là où nous serons après 4 ans. Donc je vous remercie beaucoup. Waouh, j'ai sauté une partie là. Il y a des gens qui avaient des questions. Oui.